Du coup, rebonjour ou bientôt bonsoir à tout le monde. L'idée de ce point-là, c'est un peu de faire à la fois la synthèse de ce qu'on a pu se dire sur la journée, sur quoi on était plutôt d'accord, et de voir un peu comment, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, et de poser un peu les questions de comment est-ce que, quelle perspective on se fixe tous ensemble d'un point de vue national et du réseau qu'on est en train de monter, donc avec des camarades de la région parisienne, de Lille, de Rouen, de Toulouse, d'Angers. Premier truc à dire, c'est que le point de départ un petit peu de la réflexion qu'il y a eu pour nous amener à cette coordination, c'était la manif du 28 juin dernier à Nantes, où en fait on s'est retrouvé avec toute une série de collègues et de camarades à manifester devant les assises, à s'opposer, à se faire opposer les CRS, à essayer de tenir un autre discours pendant ces assises de la protection de l'enfance, où on disait c'est aux gens de terrain d'avoir la parole, et un peu dans la même veine que ce qu'on avait fait un an avant aux assises à Paris, de dire que c'était hors de question que les militants du secteur ne soient pas entendus dans cette grande messe où il fallait payer plus de 300 € pour s'inscrire et écouter qui représentant du gouvernement, qui représentant de tous ceux dont on a parlé, de la classe dirigeante de notre secteur, organisé notamment autour de Nexem. Et ce qu'on s'est dit à ce moment-là, juste après ce rassemblement, ce petit affrontement avec la police, c'est que ça manquait un petit peu de préparation, que l'air de rien, on commençait à se connaître dans les grèves depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, avec les bagarres qui se profilaient, qui s'est rencontré pendant la loi travail, qui s'est rencontré dans les luttes étudiantes avant, qui s'est rencontré autour de la bataille d'Angers, de la prise du Palais des Congrès en 2017. Etc. Et c'était de se dire que maintenant, l'étape, elle était à la coordination pour justement, on se disait, imaginez si on avait réussi à se mettre d'accord avant d'arriver à Nantes sur une stratégie, sur une manière de faire, peut-être que ce qu'on a réussi à faire, qui était une réelle démonstration auprès de nos collègues, ça aurait pu aller encore plus loin. Et l'idée, c'est un peu, dans l'introduction que je vous propose, de réfléchir à tout ça. Tout à l'heure, dans l'intervention que je faisais dans le premier débat, je disais que Macron et son gouvernement, c'était l'expression d'un néolibéralisme et d'une nouvelle manière de diriger la société, en gros de tout privatiser, de tout rendre rentable. Et d'une certaine manière, pour moi, ce à quoi on doit travailler, c'est d'être l'expression de la résistance à tout ça. Je ne vous refais pas tout le débat qu'on a eu ce matin. Et du coup, la grande question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on donne confiance, comment déjà on se donne confiance à nous. Moi je sors de cette journée de débat avec plus d'énergie malgré toute l'organisation, etc. Comment on se donne confiance à nous et comment ça peut nous permettre de donner confiance à nos collègues, dans nos services, autour de nous, etc. Deux remarques au préalable. C'était un peu les discussions de ce matin qui moi me faisaient penser à ça. La première, c'est la question un peu ce qu'on pourrait appeler le climat politique et social. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Est-ce que c'est pas le moment, etc. Ça, c'est sûr que ça dépend jamais ça dépendra pas des gens qui sont dans cette salle. Par contre, et je ne sais plus quel collègue disait ça ce matin, c'est vrai que des fois tu as l'impression de prêcher dans le désert pendant super longtemps, d'être le mouton noir, la personne qui ouvre sa bouche pour rien, qui peut être critiqué par ses collègues, qui n'est pas forcément dans le truc, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, un fait divers, un mouvement social, une grève des cheminots, les ordonnances Macron, la loi travail, et autour de toi, en fait, ton discours, tout d'un coup, tu deviens une référence, et en fait, le fait d'avoir prêché d'une certaine manière dans le désert, c'est quelque chose qui s'avérait être utile. Donc tout ça pour dire qu'il y a que la question des temps politiques, c'est pas quelque chose que nous on peut décider, mais par contre le fait de se préparer en amont et pendant, ça permet d'avoir une influence à ce moment-là. La deuxième remarque un peu au préalable que je voulais faire, et c'était un peu les interventions de Julien d'Angers qui me faisaient penser à ça, et certaines discussions que j'ai pu avoir avec les collègues grévistes JE de la société philanthropique, c'est que la grève, la bagarre, la mobilisation, en fait, elle transforme les salariés, elle transforme ta conscience, elle transforme ton rapport aux autres. Et en fait, tant que tu n'as pas expérimenté ce truc-là, c'est compliqué de le voir. Mais je pense qu'il y a des camarades et des collègues dans cette salle qui sont vraiment l'expression, encore une fois, du fait que l'expérience, elle détermine la conscience et que la lutte, elle peut transformer. Moi, je voudrais partir des expériences, alors de quelques petites expériences, et j'ai pas tout pris de ce qui a existé sur ces dernières années, sur ce qui peut réussir ou pas, mais je me suis concentré sur 3 exemples et demi, on va dire. Qui seront bien sûr à compléter dans le débat. Le premier, c'est tout ce qui s'est passé autour du département du Maine-et-Loire et à Angers.
Pourquoi est-ce qu'il y a eu une mobilisation qui a duré pendant 18 mois et qui a été médiatique, qui a permis de tisser des réseaux, qui a permis en partie aujourd'hui qu'on soit là, parce qu'on s'est donné confiance en étant en solidarité avec cette lutte à l'époque. Le premier truc, c'est que ça a été une réaction face à une attaque d'ampleur. Ils ont fait un test dans ce département et ils ont testé d'une certaine manière aussi la résistance. Et de ce point de vue-là, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites. Le fait d'inventer des manières de faire pour résister, le fait qu'ils marchent de Angers à Paris, que les militants parisiens de la région parisienne savaient ce truc-là, ça nous a forcé le respect. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bon, il y a une manif pour les accueillir, on y va. On a appris qu'au niveau des assises, on leur avait fait une feinte. La veille, on me dit, tu peux intervenir. Là, on dit, finalement, désolé, c'est une question logistique, mais tu ne vas pas pouvoir rentrer. Et le fait qu'il y ait eu cette marche, on se dit, ils sont un peu ouf, quand même, ils marchent pendant des jours et des jours pour monter à Paris. Ça fait qu'il y a une solidarité autour de ses collègues. Je laisserai les camarades du Maine-et-Loire en parler, mais je pense que les difficultés qu'il y a eu dans cette bagarre-là, c'est que c'était le premier département qui se mangeait ça dans la bouche et qu'ils ont été isolés. On a mis du temps à activer la solidarité. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaissait pas très bien, parce que les organisations syndicales, encore une fois, moi je suis à la CGT, donc j'ai rien en soi contre les organisations syndicales, mais n'étaient pas assez fortes et n'avaient pas la volonté de relayer exactement cette politique. Le deuxième exemple, là je vais faire une petite référence à ce que je disais avant sur le climat, c'est les éducatrices de jeunes enfants de la société philanthropique. Pourquoi est-ce qu'elles sont parties en bataille? En gros, ça faisait 2 ans qu'elles faisaient des trucs, des réunions, qu'elles interpellaient leur direction, qu'elles disaient en gros ça se fait pas quoi, on fait le même boulot que les collègues, mais on est payé moins. Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont parties en bagarre? C'est le fait qu'en fait la bataille des cheminots elle a commencé. Et le fait que dans les médias tu voyais qu'il y avait une lutte, que si tu étais un peu militant, tu te retrouvais à aller dans des manifs, que ça avait de la gueule et que ça leur a donné confiance et que c'est ce climat-là qui leur a donné confiance. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette grève? Le premier truc, c'est que c'était une grève reconductible. Nous, quand on les a rencontrés, ils nous ont dit on va partir, là où je ne sais plus, elles étaient parties plus de 3 jours, on pense tenir une semaine, on verra. Mais elles ne se posaient pas la question de on veut essayer de lutter jusqu'à obtenir satisfaction, et ça c'est un peu le préalable au début de leur grève. Le deuxième truc qui a été très intéressant, elles décidaient tout en assemblée générale. Ça veut dire tous les jours. S'il y avait une prise de décision, mais que ce soit répondre à un média de TF1 ou petit média local, ça se décidait en assemblée générale et ça a permis vraiment la création d'un collectif et c'était très très dur de les diviser. Pour leur direction, ils sont cognés contre un os. Le troisième truc, c'est qu'elles se sont directement tournées vers l'extérieur. Ça, c'est peut-être le petit rôle qu'on a joué au niveau des militants de la région parisienne, de la commission, etc., de pouvoir relayer leur mobilisation, de les aider. Je me souviens d'une manif où on a réussi à faire une collecte pour la caisse de grève au drapeau, où il y a eu, je sais plus, 800, 900 euros. Enfin, c'était... Et le dernier truc, ça a été développé dans les interventions, je ne vais pas faire très long sur ça, c'est la question du lien interpro, faire des AG interpro, faire des fêtes de solidarité, se remonter le moral. En gros, elles étaient dans le 13e et les catacombes étaient dans le 14e. Plusieurs fois, ils sont allés se visiter sur les piquets de grève. Ce type d'exemple qui voilà. Le dernier exemple que je voudrais essayer d'amener, c'est la question de la psychiatrie dont on a beaucoup parlé, à la fois l'enfant pauvre de la santé, à la fois quelque chose qui ressemble beaucoup au travail social dans le sens où les missions se ressemblent et qu'en fait les métiers sont globalement les mêmes. Sur la question du climat et de ce qui a pu donner confiance, là c'est pas tant la grève des cheminots du printemps dernier, c'est le fait qu'en fait ça bouge en psychiatrie, le fait que ça ait bougé au Rouvray, qu'ils aient démontré une radicalité, mais surtout une conviction sans faille avec la grève de la faim. Il faut imaginer, les revendications des collègues, c'est pas on veut gagner c'était même pas un 13e mois, c'était même pas une augmentation de salaire, c'était on veut des postes en plus pour arrêter de maltraiter les gens. Donc voilà, cette radicalité, et encore une fois, je vais être un peu redondant, mais ça va être le petit laïus, le fait que ce soit une grève reconductible, ça a permis de se donner confiance. Le Rouvray, Le Havre, les Perchés du Havre, et ensuite aujourd'hui Pinel, où ils fêtent leur 100e jour de grève. Je trouve que ça force quand même le respect, même si ça sort pas de nulle part. Et qu'est-ce qui a permis au Rouvray de donner cette confiance à l'ensemble des autres hôpitaux, c'est qu'ils ont gagné. Alors leur victoire est en train d'être remise en cause, ils vont repartir dans la bagarre, mais c'est ça qui a donné confiance aux autres hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, là on parle de cela, mais il y a aussi, je suis pas le plus spécialiste dans la question, mais il y a d'autres hôpitaux qui commencent à partir en grève, y compris des hôpitaux où c'est le service de psychiatrie qui part en grève et qui arrive à entraîner l'ensemble des autres services derrière. C'est la question des liens interprofessionnels, ça a été cité je crois
Jean-Marc de la PHP tout à l'heure, mais c'est qu'en fait ils ont bloqué avec les dockers et une partie de la classe ouvrière rouennaise, l'ensemble de l'agglomération. L'ARS ont dû recevoir des coups de téléphone de la préfecture, quitte je sais pas quel cabinet, pour leur dire non mais arrêtez là, c'est trop visible, ça fout trop la merde, il va falloir leur donner quelque chose à ces gens-là. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, ça ne nous avance pas forcément sur qu'est-ce qu'on va faire demain, après-demain et d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Petit détour rapidement, mais ça a été dit dans le débat de tout à l'heure, mais je pense qu'on est plutôt d'accord. Qu'est-ce qu'on cible, qui on cible? Je pense que c'est un peu un triptyque. C'est à la fois les financeurs, alors qui le conseil départemental, qui l'ARS, enfin, en gros l'État décentralisé. Deuxièmement, c'est le patronat. Alors le patronat, il se réorganise au niveau d'une EXEM d'une part, et d'autre part, en fait, on a tous un patron. Et même si des fois il est gentil, on voit vite que quand tu veux t'exprimer et dépasser un petit peu du truc de juste respecter entre guillemets ta fiche de poste et dire qu'en fait c'est toi qui es au quotidien avec ton public, ou c'est toi qui sais mieux comment on s'en occupe, tu vois bien que tout de suite ce monsieur ou cette dame, tu vas devoir un petit peu te confronter. Et dernier truc, c'est le gros chapeau qui est au-dessus de ça, c'est le gouvernement. Je vous refais pas tout le truc de Borrello, le père spirituel de Macron, Christophe Itier et compagnie. Voilà. Du coup, comment est-ce qu'on fait par rapport à cette situation, en essayant de partir du meilleur des expériences qu'il y a eu pour tirer l'ensemble de notre secteur en avant. Pour moi, il y a un peu deux écueils à éviter qui existent dans le secteur et qui sont liés et à l'histoire de nos métiers et à l'organisation de nos boulots un peu au quotidien, de l'école au service, à la retraite. C'est la question un peu du corporatisme. On a peur, par exemple, quand on sort dans la rue, de ne pas être visible. On a peur de se noyer dans d'autres mobilisations. On a peur de faire quelque chose qui soit... est-ce qu'on est travailleur? On est travailleurs sociaux? Est-ce que c'est vraiment un métier ou c'est quelque chose qui se fait avec la passion, etc. Enfin, je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais pour moi, ça c'est une des écueils qui peut freiner les mobilisations, qui peut freiner les discussions avec les collègues. Le deuxième écueil, pour moi, c'est un peu la dépression généralisée. Le fait que, mais y compris dans le milieu militant, y compris peut-être des fois chez nous, à des moments où ça va un petit peu moins, etc., c'est le fait de dire c'est pas possible, c'est trop dur, tu vois comment ils sont organisés, regarde, tu me parles de la lutte d'Angers, mais attends, t'as entendu, le camarade il est au chômage technique aujourd'hui, c'est bien que ça servait à rien, voilà, un peu ce truc-là. Et pour moi, un peu comment on contrecarre cet argument-là, c'est pas forcément de se poser la question tout le temps de c'est possible, c'est pas possible, c'est qu'est-ce qui est légitime. Qu'est-ce qui est légitime en tant que travailleur là où tu es et qu'est-ce qui est légitime par rapport à tes collègues. Et quand tu discutes comme ça, alors bien sûr des fois tu prêches dans le désert, je reviens sur le début de ce que je disais tout à l'heure, mais il y a des moments où en fait la question de la légitimité, elle peut prendre le dessus. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de gagner? Je vais essayer de défendre l'idée qu'il faudrait une grève d'ensemble du secteur. Voilà. Alors comment est-ce que tu construis ça sans forcément que ce soit juste des appels comme ça. Ce qui est important et ce qu'ont démontré les discussions qu'on a eues ce matin et tout ce qui a été fait dans les différentes régions, c'est que c'est la question un peu de l'unité à la base. Alors ça a été dit dans plusieurs interventions, soit le fait d'arriver à maintenir une unité au niveau des organisations syndicales, soit le fait d'arriver à réunir les collègues à la base, etc. Et en général, en fait, il faut une articulation entre tous ces trucs-là. Une intersyndicale qui permet de relayer des choses, mais surtout d'offrir un espace d'expression pour les collègues, un endroit où leur parole elle est reconnue et où ils peuvent prendre des décisions. Donc ça, c'est très important. Deuxième truc, quand tu fais une grève, et ça fait écho à d'autres choses que je disais tout à l'heure, c'est la question de la confrontation. Le fait de savoir qui tu vas cibler, qui tu vas confronter, etc., ça permet aussi de rendre ça beaucoup plus palpable pour les collègues, etc. C'est la même question avec celle des actions. On en a fait au niveau de la région parisienne sur le premier semestre, en gros entre janvier et mars. C'est des choses qui, d'un point de vue médiatique, du relais et du buzz, entre guillemets, sur Internet, ont fait beaucoup plus avancer le schmilblick qu'un tract, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'important, de cibler nos ennemis, de se confronter à eux. Bien sûr, alors on pourrait encore rediscuter de la question du syndicalisme, en tout cas du fait de défendre le bout de gras un peu au quotidien, mais que ça suffit pas. Pour moi, l'autre truc qui est inévitable, c'est encore une fois la question de la reconductible. Le jour où même, il faut imaginer, où tu as même 10% de collègues à un endroit dans un département qui partent en reconductible et qui tous les matins se donnent des rendez-vous pour aller étendre la grève, pour aller interpeller les autres collègues, etc. Ça n'a jamais été encore testé. Le jour où on arrivera à tester ça, je suis presque sûr qu'on en tirera un bilan positif. Du coup,
Pour conclure, je vais essayer de proposer certaines perspectives en reprenant en grande partie ce qui a été discuté dans les précédents débats pléniers de cette journée. Les premiers trucs pour moi qui sont plutôt centraux pour notre secteur. Il y a la manif interprofessionnelle qui est appelée le 9 octobre. Ça me paraîtrait intéressant que dans toutes les villes que j'ai citées au début de l'intervention et celles que j'ai oubliées, qu'il y ait des cortèges travail social en lutte dans ces manifs qui essayent de proposer une politique pour rendre visibles nos revendications, pour proposer aux collègues de les agréger. Dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si ce sera possible le 10 octobre, mais en fait, il faudrait qu'il y ait des endroits où les collègues qui partent en reconductible le 10 octobre. Il faudrait qu'au moins ils tentent le 9 de faire une AG avec leurs collègues, de dire en fait, il ne suffit pas de descendre une fois dans la rue, tu vois bien que c'est pas comme ça qu'on va faire plier quoi que ce soit, viens, on reconduit demain, on se donne rendez-vous devant la boîte, on refait une discussion et on voit où on en est. Le jour où il y a des camarades qui arriveront à faire ce truc-là, pour moi, on aura passé un cap important. Donc, je suis pour au moins que, on verra demain dans la rédaction de l'appel, etc. Mais que la question du 9 octobre et la question de tenter la reconductible soit quelque chose qu'on puisse discuter autour de nous. Pour moi,